L'amélioration nutritionnelle de vos produits, c'est une opportunité. Encore faut-il savoir par où commencer, quel levier actionner et comment transformer les exigences réglementaires et celles du marché en avantages concurrentiels. Bienvenue dans Transformer pour mieux nourrir, la série où l'expertise rencontre l'action et où l'amélioration nutritionnelle devient un vrai levier de croissance pour votre entreprise. Dans chaque épisode de la série, des expertes et des experts se réunissent pour vous donner les clés concrètes d'une industrie alimentaire plus saine, plus forte et plus compétitive. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Transformer pour mieux nourrir, balado présenté par Améliore, l'accélérateur de l'amélioration nutritionnelle pour les entreprises alimentaires québécoises. Mon nom est Isabelle Marquis, je suis nutritionniste, stratège en communication, marketing et innovation alimentaire et collaboratrice du programme Améliore. Vous le savez, toutes les entreprises agroalimentaires canadiennes sont assujetties depuis le début de l'année à cette nouvelle réglementation de Santé Canada qui impose d'afficher, lorsque nécessaire, une loupe d'avertissement sur le devant des emballages. Donc, depuis quelques années déjà, les entreprises ont un grand dilemme devant elles, soit de reformuler leurs produits ou bien de choisir le statu quo et espérer que les consommateurs vont les suivre malgré la présence de la loupe. Jusqu'à maintenant, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont choisi le statu quo et qui, pour certaines en tout cas, n'ont pas vu encore d'effets négatifs sur leurs ventes et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et on s'attend à ce que dans les prochains mois, ça continue de bouger sérieusement. Alors, pour démystifier tout ça et voir où s'en va le marché, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts de la firme Nielsen IQ que je vous présente à l'instant. Donc, Pierre-Marc Deneau, qui est directeur et responsable canadien Nielsen IQ Product Insights, et Cédric Bélanger, directeur associé Petites et moyennes entreprises Canada. Bonjour à vous deux et bienvenue. Salut Isabelle. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça fait grand plaisir. Écoutez, je pense que pas mal tout le monde connaît ou a entendu parler à tout le moins de Nielsen IQ, mais je vous laisserai quand même un petit 2 minutes pour nous rappeler non seulement qui vous êtes comme firme, mais tout le rayonnement et la profondeur des données que vous êtes capable de sortir avant qu'on rentre dans le détail. Absolument. Peux-tu y aller, Cédric? Oui, c'est ça. D'épicerie, les plus grands détaillants au pays. Et puis, on a une lecture sur tout ce qui est scanné en magasin en temps réel. Alors, on est capable de fournir à nos clients des analyses de marché ultra précises sur ce qui est vendu en magasin. Et puis, Pierre-Marc, qui est mon collègue, lui, il se spécialise dans une solution que tu peux nous décrire. Oui. Product Insight, c'est ça, c'est un nouveau produit, je pense. C'est un nouveau produit, effectivement. Ça fait à peu près 1 an que c'est disponible. J'ai mis à l'écran les principales bannières d'épicerie avec lesquelles on est partenaire au Canada. Puis peut-être nous les nommer pour ceux qui... les principales pour ceux qui nous écoutent juste en audio. Sobeys, Walmart, Metro seraient les plus grosses là, à travers le Canada. Puis on a aussi plusieurs partenariats avec des plus petites bannières un peu plus régionales aussi. Puis on fait la même chose dans les pharmacies. On peut le voir à l'écran aussi. On a les pharmacies de Métro, donc Jean Coutu. Maintenant, Uniprix. On va avoir aussi Shoppers Drug Mart, donc Pharmaprix au Québec. Donc, on a toutes ces bannières-là qui sont partenaires avec nous, desquelles on a la donnée de vente à chaque semaine qu'on peut partager avec nos clients. Puis moi, la solution dont je m'occupe, puis je peux mettre cette diapo-là, c'est que maintenant aussi, on va coder tout ce qui est disponible sur les packaging des produits. Donc, avant, on codait c'était quoi le nom du produit puis les ventes associées à ce produit-là. Maintenant, on va coder tout ce qui est mis de l'avant, donc que ce soit biologique, sans OGM, sans pesticides, par exemple, cachère, donc ces caractéristiques-là de produit, ainsi que toutes les valeurs nutritives puis les principaux ingrédients du produit. Donc vous regardez un 360 degrés sur l'emballage, absolument tout ce qui est dit par le fabricant via ce médium-là de communication devient répertorié dans vos bases de données. Exactement. Wow. D'où notre capacité maintenant de suivre le fameux FOP dont on veut parler aujourd'hui. La fameuse loupe. Oui, la fameuse loupe. Génial. Bien, effectivement, vous suivez pour Améliore, bien, pas juste pour Améliore, mais notamment pour l'équipe d'Améliore depuis quelques mois déjà.
l'évolution ou l'effet que ça peut avoir sur le marché, l'arrivée de ce fameux symbole-là. Peut-être juste avant de rentrer dans les détails, nous rappeler les paramètres de ces données-là que vous avez sorties pour Améliore, donc les périodes qu'on regardait, les territoires et tout ça. Oui, on regarde, puis on a pris cette décision-là ensemble, Isabelle, quand on a commencé le projet. Donc, on s'entend, faut être réaliste. Pas tous les produits encore qui ont la loupe sur leur emballage, même s'ils devraient l'avoir. On en voit de plus en plus, on en voit une grande partie qui l'ont. Par contre, c'est pas tous les produits qui l'ont. La période qu'on a regardée pour commencer, dont on va regarder la suite un peu plus tard cette année, ce sont les 3 premiers mois de l'année qui se finissent à la fin mars, justement. Puis on compare au même mois de l'année dernière, donc janvier à mars 2025. Donc c'est vraiment la période qu'on a pris. Puis nous, la façon dont on analyse ça pour l'instant, c'est comme impossible de savoir les produits qui l'ont sur le packaging versus ceux qui ne l'ont pas, parce que d'une bannière à l'autre, d'un magasin à l'autre, ça peut varier dépendamment des stocks des manufacturiers qui restent. Nous, la façon dont on le fait, c'est qu'on garde les valeurs nutritives de chacun des produits, puis on est capable de dire ce produit-là devrait l'avoir versus ce produit-là ne pas l'avoir, justement. Donc, on est capable de faire l'analyse de cette façon-là. Super. Bon, ben on saute. Let's go. Commençons justement avec la fameuse loupe. Puis après, je vais nous inviter à reculer la caméra, si je peux me permettre l'expression, pour qu'on parle d'alimentation santé de manière générale. Ouais. Je pense que vous avez des bonnes données là-dessus aussi. Donc, la loupe d'avertissement, ça fait officiellement 4 mois au moment où on se parle qu'elle est en place. Ça commence à être bien établi. J'en discute d'ailleurs dans un autre épisode avec Amélie Berriot-Poirier de la ferme Léger. On a noté que c'est autour de 70% des Québécois qui la reconnaissent, même sans texte, donc en mettant juste le symbole comme tel. Près de 9 sur 10 qui la comprennent, puis 77% qui la trouvent utile. Donc, on voit qu'il y a encore place à une croissance, mais ça reste qu'à la base, le symbole est là, il existe maintenant dans l'imaginaire collectif davantage. Donc, si on tourne maintenant notre regard davantage vers l'offre alimentaire, qu'est-ce qu'on observe? Donc, sauriez-vous me dire à peu près actuellement la part de l'offre alimentaire qui est sur le marché qui porte ou susceptible de porter la loupe? Oui, on évalue ce qui devrait être le cas. Donc comme on disait tantôt, c'est pas tous les produits qui l'ont encore, mais ça devrait être à peu près 40% des produits vendus, le 40% du volume qui devrait avoir la loupe en ce moment. OK. Ce qui est le cas en ce moment, c'est un petit peu moins que ça. Donc, on n'est pas encore à 40% totalement. C'est impossible d'avoir le chiffre exact. Bien sûr. Puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, OK, mais c'est quoi cette proportion-là pour les produits québécois versus les produits d'ailleurs? J'imagine que c'est une question qui vous intéresse. Tu me voles les mots de la bouche. Allons-y. Comment performent nos entreprises québécoises ou comment est-ce qu'ils se positionnent, je devrais dire? Bien, tout ça est relatif dans les catégories dans lesquelles les produits québécois vont jouer. Tu sais, Cédric, on en parlait tantôt. Il y a des catégories dans lesquelles on surindexe en termes de manufacturiers québécois ou de manufacturiers qui produisent leurs produits au Québec. Les catégories que tu avais notées, toi, c'était surtout... Par exemple, les charcuteries, des produits plus de dessert également. Tu sais, des produits où est-ce qu'on a des marques québécoises qui sont fortes, qui ont un haut taux de pénétration, puis qui sont propres au Québec. Fait que c'est sûr que nous, évidemment, il y a beaucoup de produits qu'on capture qui viennent de marques québécoises. Et lorsqu'on s'attarde à la loupe, on se rend compte que, tu sais, Pierre-Marc évoquait la proportion de 40% pour l'ensemble du marché, mais quand on s'attarde aux produits québécois, on est plus autour de 50% des produits qui ont une loupe ou qui devraient, du moins, avoir la loupe. Et ce pourcentage-là varie vraiment de catégorie en catégorie. Il y a des catégories qui vont nettement influencer la tangente globale. J'évoquais les charcuteries, mais il y a aussi également les pains, dont on a beaucoup discuté, qui ont évidemment un grand assortiment de produits locaux. Bien sûr. Donc, c'est sûr que tout ça va venir influencer le fait que les marques québécoises sont évidemment hautement touchées par cette initiative-là. Puis, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, en tout cas, mais on a comme 2 facteurs d'influence là-dessus. À la fois, comme tu viens de le dire, il y a certaines catégories de produits frais où la proportion naturelle de produits locaux est plus importante. Donc, ça peut définitivement jouer sur ce pourcentage-là. Puis après, selon, c'est ça, juste la nature même du produit,
T'évoquais l'exemple de la charcuterie. Si je me souviens bien, les données qui étaient sorties par l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire, qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet pour ceux que ça intéresse, c'est une catégorie pour laquelle on monte en haut de 90 % de l'offre qui devrait avoir la loupe pour des questions de sécurité et de salubrité. Donc ça, évidemment, ça doit tirer le chiffre par le haut, j'imagine, ou vers le haut pour oui, pour puis le Québec. effectivement, tu sais, pour revenir à cet exemple-là très précisément, la loupe qui est le plus souvent appliquée sur les produits, c'est celle qui a trait au sodium. OK. Alors Et dans une bonne proportion, y a-t-il un gros écart? J'ai pas le chiffre exact, mais c'est des proportions assez importantes. Okay. Donc, sodium, c'est le nutriment qui est le plus celui qui est le plus répertorié, suit ensuite le sucre et par la suite les gras, mais le sodium est nettement en avance. Donc, c'est sûr que des catégories comme les charcuteries vont influencer ça. Pour des consommateurs peut-être un petit peu moins collés sur les listes d'ingrédients. Je me considère là-dedans, personnellement. Des fois, il y a des petites surprises qui sortent dans notre alimentation, comme par exemple, on évoquait les pains, mais pour moi, ça, il y a beaucoup de produits qui ont effectivement, qui vont se voir attribuer une loupe pour le sodium, alors que moi, comme consommateur, je m'attends pas nécessairement à consommer énormément de sel lorsque je mange une tranche de pain, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est toutes des disparités qui vont faire en sorte que ça... Overall, ça va influencer les moyennes vers le haut. Puis, je fais une petite parenthèse éditoriale en lien avec le secteur de la boulangerie. Je me souviens bien, il y a une dizaine d'années, quand Santé Canada, puis même un peu plus que 10 ans maintenant, vers 2012, si je ne me trompe pas, quand Santé Canada avait mis sur place un groupe de travail sur le sodium, les pains tranchés avaient été dans la mire du gouvernement à ce moment-là, parce que même si la teneur en sodium de chaque tranche de pain n'était pas excessive, si on compare ça justement à des viandes transformées, par exemple, ou des sauces ou autres, reste que la fréquence de consommation est tellement élevée chez les consommateurs que le niveau d'exposition au sodium faisait des pains tranchés ou de la boulangerie en général la catégorie numéro 1 à gérer. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail d'amélioration qui a été fait par l'industrie jusqu'à présent, mais il y a encore du travail à faire visiblement si la loupe est aussi présente. Fait que globalement, effet sur les ventes. Ça, je pense que c'est probablement la question que vous devez vous faire poser le plus souvent, ou en tout cas que vous observez de près. Qu'est-ce que vous observez de manière générale pour l'ensemble du 40 %? Puis, on pourra creuser peut-être dans des spécificités de catégories après. Pierre-Marc? Oui. Je pense qu'on n'aime pas parler d'un chiffre général. On aime mieux vraiment exploser ça comme on le fait un peu ensemble dans le cadre du projet sur lequel on travaille. Parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de catégories, il y a des catégories pour lesquelles, Cédric t'en parlait tantôt, on s'en attend que ce soit présent là, fait qu'au niveau de nos comportements, est-ce que ça change énormément? Peut-être pas. Il y en a d'autres dans lesquels, comme le pain tranché, c'est une surprise. Donc, nous, on aime vraiment regarder plus catégorie par catégorie ou des ensembles de sous-catégories, si on veut. Puis ce qu'on voit, c'est que, surprenamment, on s'attendait peut-être pas à ça, mais on voit certains impacts négatifs pour les produits qui ont apporté la loupe. Okay. Je pense notamment à 3 catégories qui sont énormes là, pour nous en termes de consommation. Donc, on peut penser au pain tranché ou aux tortillas, tout ça, tout ce qui rentre dans la boulangerie. Ouais. Aux collations sucrées. Fait que tout ce qui est bar tendre, il va y avoir aussi des bonbons, des biscuits là-dedans. Fait que ça regroupe plein de catégories, mais on voit des impacts quand même assez importants. Puis on pourra regarder un peu de quoi ça a l'air tantôt. Même chose pour les collations salées. Donc, chips, noix, puis on va avoir des craquelins aussi qui rentrent dans ces catégories-là. Donc, est-ce que c'est 100% attribuable à cette nouvelle législation-là? Il faut faire attention. Là. Je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. On a quand même quelques drivers qu'on peut regarder qui peuvent nous expliquer peut-être une partie de cette réponse-là. Mais on voit clairement un impact déjà après 3 mois pour certaines de ces catégories-là en regardant le Québec spécifiquement. Oui, vas-y. Oui, si je peux renchérir là-dessus, c'est qu'effectivement, ça s'assoit également sur une tendance qu'on observait déjà, qui est la volonté des consommateurs de manger des produits qui sont meilleurs pour eux. Donc, c'est difficile d'isoler directement l'impact de la loupe
un des facteurs externes que Pierre-Marc évoquait est sans aucun doute juste la volonté des consommateurs de changer certaines habitudes. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il y avait déjà un mouvement qui s'installait dans l'industrie où est-ce que les produits, on observait déjà des produits à valeur ajoutée, par exemple, ou des produits avec une liste d'ingrédients plus courte, surperformer les moyennes de leur catégorie. Puis même présentement, en 2026, c'est une des choses qui teinte beaucoup l'année jusqu'à présent, c'est la polarisation entre le succès que peuvent avoir certains produits à valeur ajoutée puis la difficulté que peuvent éprouver ceux qui sont moins différenciés, qui sont plus mainstream, excusez l'anglicisme, qui sont plus répandus. Donc, dur de dire si c'est seulement la loupe. La loupe doit définitivement avoir un rôle à jouer là-dedans, mais il y avait des tendances déjà plus macro qu'on observait au cours des derniers mois. C'est super intéressant parce que là, je vois, en fait, j'ai envie de nous amener dans deux directions. À la fois, comme vous disiez au départ, on compare janvier à mars 2025 avec janvier à mars 2026. Évidemment, il y a plein d'éléments de contexte qu'on pourrait rentrer en ligne de compte. Je suis 100% d'accord avec vous qu'on ne peut pas attribuer les mouvements du marché exclusivement à la loupe. Reste que c'est quand même un élément majeur. Ouais. Et si effectivement, vous êtes capable d'associer des baisses de vente sur des produits qui ont la loupe puis qui ne l'avaient pas il y a un an, je pense il est raisonnable de croire que la loupe a définitivement un effet. Maintenant, Cédric, tu viens d'ouvrir une parenthèse que j'adore, puis je vais me permettre de rentrer dedans pour aller plus loin, c'est-à-dire de nous sortir de la loupe quelques instants, puis de regarder de manière plus large ce grand créneau-là, si je vous me permettez de l'appeler comme ça, des aliments à valeur ajoutée sur le plan nutritionnel. C'est une question, en fait, moi, que j'entends quasiment depuis le début de ma carrière, de dire les aliments santé, ça vend-tu? La santé, ça vend-tu? Et la réponse est à la fois oui et non, puis on pourrait en discuter longtemps sur le pourquoi du oui ou du non, mais de manière extrêmement objective et simple, vous qui avez les yeux partout sur ce qui se passe sur notre marché, quand on regarde ça de manière générale, comment se portent les aliments santé d'un point de vue vente, croissance ou décroissance, qu'ils aient ou non la loupe? Oui. Quel beau temps pour nos PME québécoises de se différencier, parce que avec cette volonté des consommateurs de vouloir manger plus santé, de faire attention à ce qu'ils mettent dans leur panier d'épicerie, ça ouvre des opportunités effectivement à des compagnies qui sont peut-être plus petites, mais qui ont les moyens de se différencier puis d'avoir une offre plus nichée. C'est sûr que, quand on regarde de façon très holistique à haut niveau la performance d'une catégorie, les produits dominants restent sensiblement les mêmes d'une année à l'autre. On pense aux produits de gros conglomérats, par exemple. Mais ce qu'on a noté récemment, puis même dans un contexte de pression économique, c'est qu'il y a de la croissance pour des segments de produits qui sont, OK, peut-être un peu plus marginaux, mais qui se distinguent clairement des produits auxquels on est habitué avec une offre soit meilleur pour soi, moins d'ingrédients. Je rentre là-dedans aussi le développement durable, où est-ce que les produits vont faire peut-être plus attention à la façon dont ils ont été produits. On est vraiment dans la valeur ajoutée, dans la santé, valeur ajoutée, bien-être exactement. Au sens large. Ouais. Et donc, ça ouvre des portes pour des compagnies qui ont une offre différenciée puis qui sont souvent plus petites de profiter du momentum actuel dans le marché puis de connaître la croissance. Puis je disais ça malgré le contexte économique parce qu'il faut se rappeler qu'on est en période où il y a beaucoup d'inflation alimentaire puis le pouvoir d'achat des consommateurs est plus restreint. Oui, puis on n'arrête pas d'entendre ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est le discours général ne fait que tourner autour du fait que la pression financière est tellement forte. Et c'est vrai, je pense qu'on le voit tous dans nos factures d'épicerie, ça n'a aucun sens, commence à augmenter. Mais donc, la conclusion facile qui vient de ces données-là qui sortent toujours dans les médias, c'est que tout produit justement à valeur ajoutée, qui est un peu plus premium dans son positionnement en prix, doit nécessairement souffrir, voire même potentiellement disparaître. Mais là, je comprends que c'est l'inverse que vous observez. Donc, il y a une strate de produits qui semble répondre à des besoins ou des attentes ou des souhaits des consommateurs et qui sont au moins partiellement épargnés par cette situation-là. Est-ce que j'ai bien compris? Oui,
Pour faire rapide, moi, effectivement, je travaille plus avec les PME. Puis dans mon bassin de clients, souvent, l'histoire qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est comment l'environnement dans lequel ils œuvrent, qui est souvent plus restreint, produits à valeur ajoutée, arrive à surperformer les moyennes de la catégorie. Fait que c'est souvent une histoire qu'on essaie de mettre de l'avant. C'est pas toujours possible, là, tu sais. Mais sans faire de généralité, il y a cette réalité qui existe. Ceux qui sont le plus affectés présentement, encore une fois, c'est de façon générale, mais le plus affecté, c'est les produits qui sont en milieu de peloton, qui sont plus mainstream, qui sont pas nécessairement ultra différenciés, puis qui sont pas les moins chers non plus. C'est eux qui connaissent le plus de pression. L'autre extrême serait les produits à escompte qui, eux, vu le contexte économique, réussissent à tirer du volume. Très intéressant. Puis, je viens de mettre une diapo à l'écran. Tu sais, tu parlais d'opportunités, puis quel bon temps pour être une PME. Dans un sondage qu'on a fait à la fin de l'année passée, on demandait aux Canadiens, est-ce que vous considérez, c'est quoi le pourcentage d'entre vous qui se considèrent en très bonne santé? Mm-hmm. C'est seulement 6% des Canadiens qui nous ont répondu, on se considère en très bonne santé. Fait que je pense que ça témoigne de la grandeur de l'opportunité pour nos manufacturiers, puis que ce soit au Québec ou ailleurs dans le Canada, mais il n'y a pas de limite à optimiser sa santé, je pense. C'est un peu ça le message. Puis il y a comme d'atteindre une santé absolument parfaite, ça arrive à presque personne. Donc, tout le monde est en constante recherche. Puis, je pense qu'on va en parler tantôt, mais on cherche les consommateurs à réduire certains aliments, augmenter la consommation de certains autres aliments pour nous aider avec ça. Puis de définir un aliment santé, des fois, ça peut être difficile parce que des fois, ça peut être santé, mais ça peut être fonctionnel aussi. Puis des fois, l'un ne vient pas nécessairement avec l'autre non plus. On cherche certains bénéfices à ce qu'on consomme qui vont nous aider à accomplir certaines choses qu'on considère importantes pour notre santé sans que ça soit nécessairement à 100% santé, ce qu'on mange. Fait que plein d'opportunités un peu partout qui rentrent un peu dans ce gros moule-là d'aliments santé qui peut être aussi fonctionnel à la place. Tu sais. Bien, je trouve ça super intéressant, puis j'ai envie de renchérir et de continuer un petit peu plus loin sur cette opportunité-là importante que vous venez de nommer. Ça me fait penser qu'on vient tout juste de vivre la 23e édition du Salon international de l'alimentation ici à Montréal. J'avais la chance encore cette année de co-diriger le jury du concours Ciel Innovation. Et c'est un des constats majeurs qu'on a fait cette année. La santé était omniprésente et sous toutes ses formes. Autant, comme tu viens de le dire, Pierre-Marc, de manière des fois extrêmement pointue, fonctionnelle, sur... je dis n'importe quoi, tu sais, la récupération post-entraînement, mais à un moment extrêmement précis, ou pour la beauté des cheveux, Dieu sait quoi. Ouais. On en a vu vraiment de toutes les couleurs, mais aussi beaucoup une approche davantage holistique, j'ai envie de dire, donc un retour aux sources, une grande simplicité. Et donc, ce que je qualifierais d'une santé intrinsèque. Donc, on n'a même pas besoin de la nommer sur l'aliment. C'est évident par la qualité de la composition, notamment, que c'est santé. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que durant ma conférence, j'ai repris un chiffre de vos études qui vient compléter celle que tu viens de nous mentionner. Si je me souviens bien du chiffre, c'est autour de 82% des Canadiens qui disaient avoir leur santé et bien-être en tête au quotidien, comme préoccupation quotidienne. Chiffre que vous publiez relativement régulièrement dans une de vos études Health and Wellness. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce chiffre-là aussi haut, mais ça vient bien corroborer le fameux 6%, seulement 6% de gens qui se considèrent en très bonne santé. Donc, définitivement, gros sujet à creuser. Là, je vous ai fait part de mes observations sur le CIAL, les concours Ciel Innovation comme tel. Votre lecture du marché, est-ce qu'on peut dire que ça se reflète, oui, PME, mais de manière générale, que la santé est un sujet, et nutrition, la valeur nutritive, sujet central de l'innovation? Oui, 100%. Sujet central, effectivement, de l'innovation. Puis ce qu'on voit aussi, ça fait à peu près 4 ans qu'on le mesure aux États-Unis, où est-ce qu'on fait un bucket de tout ce qui est better for you, en anglais, donc meilleur pour soi, disons-le comme ça, nourriture et breuvage. Puis on compare ça avec Total, nourriture et breuvage, pour voir est-ce qu'il y a un delta entre les deux, est-ce qu'il y en a un qui performe mieux que l'autre.
ce qu'on voit, c'est que depuis 4 ans, à part à un moment précis où est-ce qu'il y a eu une inflation vraiment incroyable pendant la COVID, ce Better for You, donc meilleur pour soi, tous les produits qui correspondent à ça performent mieux que le total, que la moyenne des aliments et des breuvages. Donc, et ça se maintient malgré le contexte économique. Exact. Fait que ça se maintient dans le temps. On pense que ça va juste continuer de se maintenir, même peut-être s'accélérer avec des initiatives comme le FOP, puis peut-être d'autres initiatives gouvernementales dont on va se parler peut-être un peu plus tard. Mais autant dans les nouveaux items qu'on voit en tablette, puis autant dans les données qu'on mesure, je pense que la tendance est quand même assez claire. Puis voyez-vous une différence entre boissons versus aliments? Au Cial, c'était flagrant. On avait une quantité record d'innovation dans le secteur des boissons fonctionnelles. Petit créneau en termes de volume ou de part de marché, mais en termes d'inno, là, c'était complètement fou. Concrètement parlant, vous observez quoi? Est-ce qu'on a effectivement un boom du côté des boissons ou c'est pas mal équivalent avec... Je pense que ton observation est juste au niveau des boissons. Écoute, c'est sûr que ce qu'on observe depuis les derniers mois, les dernières années, c'est énormément de nouveaux breuvages. Effectivement, que ce soit au Cial ou nous, on fait également le CHFA, là, les 2 éditions à chaque année, qui est le salon pour les produits plus santé. On voit énormément de breuvages de toutes sortes faire leur apparition. Tu sais, je pense qu'un peu à la blague, ça a commencé avec il n'y a plus un breuvage qui n'a pas des protéines dedans, là, y compris la bière. Ah, c'est cher, protéines. donc voilà, tu sais, alors là, les breuvages à la protéine, maintenant, sont très répandus. Les breuvages à vocation hydratante, là, tu sais, avec électrolytes, que ce soit pour le sport ou non. Mm-hmm. Fait qu'il y en a eu beaucoup de ça. Est-ce que les breuvages ont une adoption peut-être plus rapide de certains attributs alimentaires? Peut-être, juste vu la nature qu'ils peuvent être dissous dans le liquide. Donc, peut-être ça favorise l'adoption, puis on voit certaines innovations apparaître là avant des aliments. Mais oui, c'est sûr que dans les breuvages, tu sais, qui aurait cru qu'en 2026, on pouvait voir autant de croissance dans les breuvages, une catégorie qui est quand même assez établie, que ce soit les breuvages, les boissons énergétiques, on voit énormément de croissance. Soit dit en passant, beaucoup de cette croissance-là vient aussi de la volonté des consommateurs de boire différemment, c'est-à-dire, par exemple, des produits à faible teneur en sucre ou sans sucre. Oui. Ou sans alcool. Ou sans alcool, oui. Ça continue, ce créneau-là. Ouais. Ça continue, oui. Puis moi, je suis allé travailler chez Molson Coors pendant 1 an, il y a récemment, quand même, ça fait pas très longtemps. Puis la bière continue d'être en déclin année après année, ça ralentit pas. Puis une des raisons fondamentales de ça, c'est que les plus jeunes boivent beaucoup moins que les générations plus vieilles aussi. Fait que il y a peut-être un chiffre aussi qui explique ça, dans le sens que tout l'argent qui était mis dans des boissons alcoolisées peut-être s'en va dans d'autres types de boissons aussi. Fait qu'il y a un chiffre qui est fait de ce côté-là qui va venir encourager ces fameuses boissons fonctionnelles-là, justement. J'ai comme l'impression, puis j'ai pas de preuves scientifiques de ce que je vais dire, mais c'est comme un budget discrétionnaire, ce qu'on boit. C'est comme si ça rentrait pas dans la même enveloppe budgétaire. Puis on est dans le plaisir, mais on est beaucoup dans la fonction, quasiment plus que dans l'alimentaire, en fait, j'ai envie de dire. Mais bref, encore une fois, c'est pas scientifique ce que je viens de dire. Nous non plus, on n'a pas d'insight par rapport à ça, mais c'est un bon point. Ça ferait du sens parce que je me rappelle pas de la statistique exacte, mais on avait demandé aux jeunes Canadiens quel pourcentage d'entre vous est allé dans un restaurant ou un bar boire un verre dans les 3 derniers mois. Puis c'était en dessous de 20%. Moi, à 20 ans, j'étais souvent dans des bars et restaurants en train de boire des bières. Là. Fait qu'on voit un chiffre vraiment, un chiffre structurel là, pour les plus jeunes au niveau de la consommation d'alcool. Puis justement, ça ferait du sens que ce soit un budget un peu plus discrétionnaire par rapport à la nourriture quand on parle des boissons. Revenons, ou plutôt restons sur nos consommateurs. Vous avez réalisé, on en est à la 2e vague, si je ne me trompe pas, d'une étude pan-canadienne consommateur pour essayer de comprendre qui réagit à la présence de la loupe sur les emballages et surtout comment est-ce qu'ils réagissent. Et là, corrigez-moi si je me trompe, première vague, je pense qu'on est en décembre 2025, 2e vague, mars 2026. Donc, on est dans un relativement court créneau. Commençons par peut-être la notoriété du symbole. Est-ce que malgré la
courte période, avez-vous déjà vu une croissance ou un changement depuis le début de l'année? Oui, il y a eu un changement qui s'est opéré. Je pense qu'on est à 75% à peu près de gens qui l'ont vu, peu importe la catégorie. Ce qu'on observe, c'est que plus on est jeune, plus on semble l'avoir remarqué. Plus on est vieux, moins on semble l'avoir remarqué. Ce qui nous amène à la question, est-ce que c'est parce que les gens qui magasinent, font l'épicerie depuis plus longtemps, sont peut-être un peu sur un mode un peu plus pilote automatique, fait que ça les dérange un peu moins ou ça les choque un peu moins de voir ça sur un packaging, donc ils le remarquent peut-être juste pas autant que les plus jeunes, mais on voit vraiment une différence significative entre les générations par rapport à ça. Intéressant. Et malgré tout, bon, j'imagine, moi non plus, je me souviens plus les chiffres par cœur, mais pour l'avoir regardé rapidement, dans tous les groupes d'âge, il semble y avoir eu quand même une croissance de la notoriété. Donc, on voit que ça s'installe et que ça va probablement continuer de grandir au fil des prochains mois, sachant que tous les produits qui devraient l'apporter, cette fameuse loupe ne l'apportent pas encore. Mais intéressant, puis ça me fait penser, pour cette différence d'âge-là, j'imagine que ça a probablement un peu à voir aussi avec l'attachement aux marques. 100%. Parce que plus on est âgé, de manière générale, plus on est habitué, bien ancré dans des habitudes d'achat, puis avec certaines marques. Donc, peut-être qu'effectivement, on regarde moins le détail sur l'emballage parce que on est sur le pilote automatique, pour reprendre tes mots, Pierre-Marc. Alors que plus jeune, l'attachement à la marque, à ce que je sache, elle est franchement pas aussi forte que dans les autres générations. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on regarde plus. Fait que Pierre-Marc et moi avons même fait une conférence sur le sujet. Pas les marques spécifiquement, mais la génération Z, en fait. Et puis, effectivement, ce que ton propos est tout à fait vérifiable. J'ai pas les chiffres là, en tête par cœur comme ça aujourd'hui, mais effectivement, la loyauté des jeunes envers les marques est grandement dissipée là, comparativement aux générations précédentes. Fait qu'il y a beaucoup moins de loyauté. C'est difficile pour les marques de se distinguer auprès de cette génération-là, puis de faire en sorte qu'ils deviennent des consommateurs loyaux de leurs produits. Là. Fait que je pense que ta présomption est tout à fait juste. Là. Peut-être un autre élément à rajouter à ça qu'on avait vu dans la même conférence qu'on faisait ensemble. Les plus jeunes sont beaucoup plus soucieux de leur santé aussi que les autres générations. Ça aussi, ça va venir jouer probablement de remarquer ou non ce type de symbole-là. J'ai renoté la même chose aussi de différentes études qui ont été faites au Canada et ailleurs, dans d'autres pays développés, mais notamment au Canada, comme quoi notre nouvelle génération a un souci et un intérêt particulier pour la santé, sur des attributs et des codes qui sont différents des plus vieux, mais quand même. Ce qui est une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Oui, je pense effectivement. on devrait s'en réjouir. Maintenant, OK, ils ont vu la loupe dans une grande proportion. Ça fait quoi dans leur vie? Qui réagit? Donc, j'ai vu que, oui, il y a des réactions, mais là aussi, selon les groupes de population, puis pas nécessairement spécifiquement dans le socio-démo, il y a des différences. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Toi, Cédric, comment tu réagis à la loupe? Scandalisé. C'est des farces. Écoute. Donc, il y a bien des choses qui doivent être éliminées de ton panier. Oui, tout à fait. Non, moi, je me considère comme un consommateur assez moyen, je dois dire. Tu sais, je suis père de 2 enfants, puis je pense que j'ai une alimentation juste somme toute correcte, là. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que la réaction, puis on en parlait informellement avant l'enregistrement, va être variée en fonction des catégories. Tu sais, il y a des catégories où les gens, puis peut-être que tu pourras reprendre ces mots-là par la suite, mais pour voler tes mots, ça risque de les déranger à certains endroits. Tu sais. Quand on parle de catégories qui font partie d'une habitude très ancrée, puis que tu as l'impression que tu fais un choix bon pour toi et pour ta famille, de voir soudainement que ce choix-là n'est peut-être pas le plus optimal, ça risque de déranger. Par contre, quand j'achète un paquet de biscuits ou que je mange un pot de pâte à biscuits avec ma femme sur le divan, là, je sais que la loupe soit là, je suis moins scandalisé. Là, je prends ça avec un grain de sel parce que je sais que c'est pas bon pour moi. À la rigueur, j'oserais croire, sans trop me tromper, que pour un certain nombre de produits, c'est presque attendu. D'avoir une loupe dessus. Mais bon, ça, effectivement. C'est une autre histoire. Toi, Pierre-Marc? Oui, écoute, moi, je vais plus parler des statistiques que de ma famille. Expérience personnelle, oui, d'accord. Ce qu'on voit, c'est que les gens, là, c'est quand même assez rare, puis c'est le même comportement d'une catégorie à l'autre. Les gens qui disent, moi, je vais juste plus en acheter des biscuits ou des bonbons ou, des chips, par exemple.
ce qu'on voit, puis surtout au Québec, les gens vont se réindexer là-dessus, c'est qu'on va en consommer encore, mais moins qu'avant. Je pense que c'est le constat général qu'on a de cette étude-là quand on regarde les Québécois spécifiquement. C'est comme à peu près 6% des Québécois qui nous disent là, les catégories, tu sais, moins santé quand il y a le FOP dessus. Moi, je vais juste plus en consommer de ce genre de produit-là. Fait que ça reste assez marginal comme pourcentage. Par contre, c'est à peu près 25% là, en moyenne, là, je dirais, par catégorie qui nous disent, nous, on va diminuer la consommation de ces produits-là, mais on va quand même en acheter. Puis je pense que ça fait du sens, là, tu sais. Comme tu dis, des biscuits, de la pâte à biscuits sur le divan avec ta femme. Exactement. On va tous continuer à en consommer parfois, mais on va peut-être être plus vigilant par rapport à ça. C'est un peu le comportement qu'on retrouve au Québec qui surindexe par rapport au reste du Canada aussi. OK. Si je peux... Ouais, oui, c'est vrai. Je pense que ce qui va être très intéressant, c'est de voir l'évolution de tout ça au fil de l'année 2026, puis quand on va boucler la boucle en décembre, puis de voir, effectivement, il va sûrement y avoir eu des catégories où l'impact a été beaucoup plus important que d'autres. Puis j'ai l'impression que les catégories qui vont être impactées sont celles où le consommateur pensait consciemment faire un effort, alors que c'est pas réellement... On parlait des bartendes. On parlait des bartendes, effectivement, qui sont très impactés par cette initiative-là. Oui, c'est ça. Vous en avez nommé quelques-unes tout à l'heure. Il y a des catégories qui, déjà, en avril, on va le nommer, en avril, même pas, on est en mai maintenant, pardon. Oui. Je n'ai pas changé mon calendrier. En mai de cette année, on a déjà... on observe déjà un déclin ou un impact, comme on disait en début, sans être attribuable exclusivement à la loupe, mais donc barre tendre, pain tranché, puis il y en avait un autre que vous nommiez tout à l'heure que j'ai oublié. Collation salée aussi. Okay. C'est des amalgames de catégories, puis j'en ai mis une à l'écran qu'on vient d'analyser en fait. Là, donc on voit... Ce qu'on voit ici, c'est les 3 mois 2026, donc depuis la mise en place du fameux FOP dans les collations sucrées. Fait que collations sucrées, on peut penser à justement bar tendre, tout ce qui est granola, là, va rentrer là-dedans. Tu sais, des fois, c'est pas des barres tendres, mais ça peut être des petites boules d'énergie. Exact. Ça va rentrer là-dedans aussi. Les biscuits, les mélanges à biscuits, des mélanges à muffins qui vont rentrer dans ces catégories-là. Ce qu'on voit est quand même étonnant là, depuis le début. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est voir... tout ce qui est québécois versus non québécois, on voulait faire une distinction par rapport à ça, voir dans quelle posture on se trouvait. Puis, le premier constat qu'on a de ça, c'est Total Collation Sucrée. Là, disons qu'on regarde seulement les items québécois depuis la mise en place du FOP. On est à moins 10,2% au niveau des ventes. Mais les items frappés par le FOP sont à moins 20% presque au niveau des ventes. Donc, on en parlait tantôt, on n'est pas capable de faire une cause à effet à 100%. Il y a un petit peu de baisse de distribution pour ce type de produit-là, mais il y a quand même une baisse flagrante, une baisse marquée du volume pour ce type de produit-là. Puis quand on prend, par exemple, les produits qui sont pas québécois nécessairement, qui est l'autre graphique là à la droite, juste à côté, les items FOP versus le total de ces items-là sont aussi beaucoup plus touchés négativement que ce qu'on peut observer là, pour le total de la catégorie. Fait que, bien qu'on n'est pas capable d'associer ça à 100%, puis on a remarqué la même chose dans d'autres catégories, il semble y avoir un impact déjà pour ce type d'item-là. Puis, ce que je remarque dans les catégories que vous nommez, c'est qu'on est vraiment dans des types de produits qui font partie du panier d'épicerie sur une base régulière et sans doute fort susceptibles de se retrouver dans le panier de ménages qui ont des enfants. D'ailleurs, dans certains des résultats, je remarquais que quand il y avait présence d'enfants dans le foyer, il y avait un niveau de sensibilité un peu plus important. Fait que je suis pas surprise de retrouver ces catégories-là. Probablement que d'autres, comme les céréales à déjeuner ou autres éléments qui se retrouvent dans les boîtes à lunch, comme des viandes tranchées, risquent de subir le même sort, si je peux dire ça comme ça. Aviez-vous remarqué la même chose de votre côté? Oui, puis ça fait tellement plein de sens avec toutes les autres études qu'on voit. Tu sais, on a fait une étude récemment sur la consommation d'aliments biologiques au Canada. Puis de loin, les jeunes familles sont ceux qui en consomment le plus. Fait qu'on voit qu'on a des jeunes enfants à la maison, on semble faire un peu plus attention. Le comportement s'effrite un peu quand nos enfants sont adolescents. On peut comprendre les raisons derrière ça. Mais ça fait plein de sens que les familles fassent plus attention justement pour la santé des jeunes enfants. Puis ça va être intéressant, comme vous dites, à surveiller aussi sur le moyen et long terme parce que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, oui, là, il y a
une mesure de vente qu'on peut faire, mais il y a probablement une bonne part de consommateurs qui, en ce moment, sont juste après digérer l'information. Donc, réaliser que certains produits quotidiens ou en tout cas hebdomadaires dans leurs achats courants qui se retrouvent avec la loupe et ça dérange. On ne l'a pas changé encore, soit parce qu'il n'y a pas d'autres options dans la catégorie ou bien parce que, bon, on est pressé, on n'a pas le temps de vraiment magasiner, vraiment évaluer la chose. Mais je pense qu'autant que ça peut faire mal à certaines marques, je pense pas me tromper en disant qu'il y aura sans doute des nouvelles marques ou des nouveaux produits qui vont pouvoir bénéficier aussi de cette situation-là pour aller chercher ces consommateurs-là qui sont juste en mode inconfort en ce moment? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, si je reprends les résultats que Pierre-Marc a évoqués, tu sais, considérant que les consommateurs songent plus à réduire la fréquence plutôt que de ne pas acheter ces produits-là, l'impact réel va se faire sentir au bout d'un moment. Tu sais, ça va prendre un temps avant que, tu sais, la fréquence d'achat qui a diminué ait réellement un impact sur les ventes totales, bien qu'on puisse commencer à sentir pour certaines catégories. Et effectivement, ce qui risque... c'est opinion peut-être plus personnelle, mais ce que j'espère qui va émerger de ça, c'est effectivement l'opportunité, comme on l'évoquait, pour des plus petites marques de faire leur chemin, des marques qui menaient déjà un combat pour offrir des produits qui sont meilleurs pour les consommateurs. Alors, ça va peut-être mettre le brio sur ces produits-là. Puis peut-être aussi... j'ai l'impression, puis encore une fois, seul le temps le dira, mais ceux qui vont être le plus impactés, pour reprendre l'exemple des céréales, que je crois que c'est Isabelle qui l'évoquait, il y a beaucoup de céréales, tu sais, qui se positionnaient comme étant une alternative pas trop pire, là, entre les céréales pour enfants puis les céréales sans aucun... les plus pleines que tu peux avoir sur le marché, il y en a plusieurs de ces céréales-là qui vont finalement se retrouver avec une loupe nutritionnelle. Alors là, tout leur positionnement va être à revoir. Il va sûrement avoir des marques qui vont devoir réfléchir à comment ils veulent, pour les mois à venir, positionner leur brand, sachant qu'ils doivent se plier à cette nouvelle contrainte. Bon point. Puis d'ailleurs, ça me fait penser une autre information qui est dans votre étude, je pense, c'est Health and Wellness, qui fait le parallèle avec ce que tu viens de dire, puis la loupe, c'est le niveau de sensibilité des consommateurs au sucre. Ça semble être, puis même bien avant la sortie de la fameuse loupe, le nutriment le plus agaçant pour les consommateurs et tout groupe d'âge, si je ne m'abuse. Alors, une catégorie comme les céréales à déjeuner, on s'entend que sa grande faiblesse, c'est la teneur en sucre. Fait que j'imagine que c'est probablement un irritant supplémentaire quand la loupe vient nous confirmer que on avait bien l'impression qu'on faisait peut-être pas le meilleur choix, mais là, c'est devant nos yeux, là, on peut plus le nier. Oui, je pense que Pierre-Marc a peut-être même des données sur à quel point ça agace les consommateurs, le sucre. Le sucre est vraiment l'ennemi. Mais c'est l'ennemi numéro 1 au Canada. Fait que moi, j'ai pas les chiffres top of mind, mais définitivement. Pardon. Oui, mais c'est ce que je viens de sortir quand on demandait justement dans ce sondage-là qui a été fait à la fin de l'année passée. Quelles mesures prenez-vous les Canadiens pour améliorer votre état de santé? Boire de l'eau, plus souvent, numéro 1. Réduire la consommation de sucre, c'est 51% des Canadiens qui nous disent qu'ils veulent faire ça pour améliorer leur santé. Fait que, on parlait de sel qui était le plus présent. Le plus présent. Le sel se retrouve beaucoup plus loin. Puis c'est vraiment le sucre qui est le nutriment auquel les gens essaient de faire le plus attention. Puis à chaque année, ça l'augmente. C'est comme importance là, dans ce qu'on veut réduire. Donc, je pense que ça fait commencer, on le voit dans les caractéristiques de breuvage aussi, un peu plus fonctionnelles. Ce qu'on veut, c'est pas de calories ou le moins de calories possible, pas beaucoup de sucre non plus. Fait que ça a clairement un impact immense sur tout ce qui est innovation à venir aussi. Et ça semble déjà se refléter à l'échelle internationale parce que au Cial, pour les citer encore, c'est un des éléments qui m'a marqué. L'attention qui a été mise par plusieurs entreprises de transformation alimentaire sur le sucre, à la fois la teneur, mais aussi la source. J'en ai jamais remarqué autant que cette année. Fait que tant mieux si l'industrie est réceptive à ça, parce que visiblement, si on a, pour reprendre la donnée canadienne, un consommateur sur 2 que ça agace et que c'est dans ses objectifs clairs de réduire sa consommation de sucre, c'est une loupe qu'on veut pas, là. C'est clair, effectivement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, ce que les consommateurs disent, ce que les consommateurs font, ça peut être un petit peu différent.
Puis dans une conférence qu'on a faite au CIAL, justement, sur les breuvages, on posait une question à l'auditoire. Je vais vous la poser. C'est quoi, vous pensez, l'item qui a connu la plus grosse croissance dans le breuvage dans la dernière année au Canada? Produit? Le produit. Le type de produit. Ben. On est extrêmement surpris. Tu avais une... En fait, ça doit être pétillant parce que j'en vois tout le temps. Ouais. Colin, un skew. Même pas pétillant. Même pas pétillant. C'était un thé glacé Fuse. Ah oui. Sérieux? Ah ouais. Donc, on voit des fois la dichotomie dans ce que les consommateurs disent, ce que les consommateurs font. Fait que les breuvages fonctionnels, on va pas se leurrer, c'est là pour rester, mais ça représente quand même encore un petit pourcentage de ce qui est consommé. Puis tout ce qui est mainstream, là, des marques comme Coke et tout ça, ça reste quand même assez omniprésent, puis assez gros, puis ça va continuer de l'être pendant plusieurs années aussi. Il y a un shift qui s'opère, puis on voit des compagnies comme Poppi qui ont été achetés par justement un grand joueur. Là. Donc, on voit que les compagnies essaient de se recentrer puis de suivre ces trends-là, mais ça reste quand même des petites parts de marché dans leur portefeuille. Mm-hmm. Peut-être un dernier point avant de synthétiser tout ça, pour finir avec nos consommateurs. Une des questions que vous avez posées dans votre étude que j'aime vraiment beaucoup, qui vient... gentiment forcer le répondant à se positionner sur qu'est-ce qu'il fait quand il voit la loupe. Donc, l'effet réel, pas juste de dire « ça me dérange » ou « ça me dérange pas », mais vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, malheureusement, on a une plus forte proportion, environ le tiers des répondants, toutes catégories confondues, qui disent que ça n'a aucun impact sur leurs achats, donc ils vont continuer d'acheter le produit malgré tout. Mais dans les autres choix de réponse, donc on avait de lire l'étiquette plus attentivement, acheter moins souvent ou carrément changer de produit. Et celui qui apparaissait comme numéro 2 sur une majorité de catégories était de lire l'étiquette plus attentivement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, non seulement parce que ça concorde avec certaines données de l'étude de Léger dont on parle dans l'autre épisode, qui cite clairement le fait que les ingrédients sont un critère de choix majeur des consommateurs. Quand on tasse le goût et le prix, là, qui sont évidemment toujours nos 2 critères numéro 1, ingrédients est le principal. En même temps que pour moi, c'est un insight très riche pour les transformateurs alimentaires dans la mesure où si la réponse des gens, c'est de lire l'étiquette, 2 choses vont arriver. De un, les gens vont augmenter leur niveau de littératie alimentaire, pour utiliser un beau mot, c'est-à-dire de comprendre la loupe est associée à quoi, tranquillement, et de s'approprier véritablement ce qui se trouve à acheter et à consommer. Puis, éventuellement, d'aller faire une certaine comparaison qui déborde la loupe. Donc là, c'est plus juste le sucre, le sodium ou le gras saturé, mais qu'est-ce qu'il y a véritablement comme ingrédient? Cette curiosité-là, à ma connaissance, elle est là depuis longtemps, puis je pense que vous la mesurez dans certaines de vos études, l'intérêt sur la composition des aliments. Vous, ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous a surpris, cette donnée-là, que la réaction numéro 2 des gens, ou j'ai envie de dire l'action, puisque la réaction numéro 1, c'est « je fais rien », mais l'action principale, c'est de lire l'étiquette plus attentivement? Quand même. Puis pour faire un parallèle avec ça, c'est un sondage qu'on a fait aux États-Unis. On ne l'a pas refait au Canada encore. Mais en fait, on l'a fait au Canada. Les données ne sont juste pas sorties. Je pense qu'au mois de mai dernier, on demandait aux Américains, c'est quoi la proportion d'entre vous qui utilisez des apps comme Yuka pour voir les scores de vos produits, justement. Puis c'est 25% des Américains qui, tu sais, ils ne vont pas l'utiliser à toutes les fois qu'ils achètent un truc, là, mais ils l'ont déjà utilisé. Mais 25% des Américains, c'est du monde énorme. En petit, là. C'est énorme. Tu as passé en 6 mois de 18 à 25%. OK. On peut faire des liens avec plein de choses. Là. La nourriture sous JFK aux États-Unis, c'est devenu un sujet beaucoup plus d'actualité que ce l'était avant aussi. Mais on voit que cette volonté-là, consommateur, de vouloir se renseigner puis justement comprendre ce qu'il y a dans le produit. J'ai bien hâte qu'on sorte pour le Canada parce que je pense qu'on va être encore plus élevé. J'ai vraiment hâte de voir le score, mais ça nous démontre qu'une volonté justement de comprendre comment le produit est fait puis de comparer pour voir si on ne pourrait pas trouver une meilleure alternative. Puis il faut juste s'habituer à ça, j'ai l'impression. Parce que un des constats qu'on fait, c'est que c'est les plus jeunes qui vont
mener ce mouvement-là. Donc, fort est à parier qu'au fil des années, il va y avoir un intérêt de plus en plus grand à connaître ce qu'il y a réellement dans les aliments qu'on mange. Absolument. Puis j'aime l'exemple que vous donnez. En fait, Yuka, à ce que je sache, a été lancé au Québec avant d'être lancé ailleurs au pays et aux États-Unis. Fait que je vais être curieuse de voir on en est où dans les taux d'utilisation, mais c'est une référence que j'aime souvent citer en conférence devant l'industrie parce que il faut savoir, comme transformateur alimentaire, vos produits scorent comment. Ben oui. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'outil, qu'on l'aime ou pas, la particularité de cet outil-là et de d'autres que vous connaissez certainement, c'est qu'on ne fait plus juste nous dire c'est un bon choix ou c'est pas un bon choix. On nous explique pourquoi c'est un bon ou un mauvais choix ou un moins bon choix, mais surtout, on nous propose des alternatives et c'est là où ça devient particulièrement intéressant ou dangereux, selon qu'on s'en préoccupe ou pas, pour des transformateurs alimentaires, de voir, OK, si votre produit ne score pas bien dans ces applis-là, vers quelles autres marques et quels autres produits l'appli se trouve à diriger votre consommateur. Je pense qu'il faut surveiller ça. Bref, point clé. On a déjà sorti beaucoup de choses. Si je nous demande d'essayer de faire l'exercice en 2 minutes, point clé à retenir du portrait actuel de l'effet de la loupe à la fois dans les comportements d'achat, mais aussi sur la dynamique du marché. Qu'est-ce que vous garderiez en tête? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens gardent en tête? Je peux commencer si tu veux. Merci. Impact déjà. Ça, c'est la première chose. On le voit dans des catégories clés. On ne les a pas toutes faites encore, mais on va les faire bientôt. Je pense qu'on a quand même couvert des grosses catégories. Boulangerie, collation salée, collation sucrée. Puis dans les 3, jusqu'à maintenant, on voit déjà un impact depuis le début. Les consommateurs n'arrêteront pas de vous acheter. Vont peut-être diminuer la fréquence d'achat à laquelle ils vous achètent, par contre. Mm-hmm. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans d'autres pays où est-ce que des exercices similaires ont été faits, je pense au Mexique, au Chili, il y a eu un impact direct. Dans ces pays-là, ça a été documenté, c'est clair. Oui. Puis ça a pris du... Tu sais, il y a des manufacturiers ensuite de ça qui ont été capables de récupérer certaines ventes, mais ils n'ont jamais récupéré 100% du volume pré-réglementation. Mm-hmm. Fait qu'il faut peut-être être prêt à justement avoir une offre de produits différente pour s'ajuster à ça. Je pense que ça, c'est important. Peut-être de reformuler aussi, ça peut être une solution. Puis je pense que l'autre chose aussi, c'est que c'est peut-être juste la première étape de d'autres qui s'en viennent ensuite de ça. Puis on peut penser au Nutri-Score en Europe. Mm-hmm. Je sais que JFK, sur un podcast, se dit aux États-Unis que lui, il aimerait peut-être ça mettre les scores Yuka sur des produits aussi. Ah oui. C'est pas fait. C'est quand même embryonnaire, là, mais il a mentionné le désir de vouloir faire ça. Fait qu'il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent dans le moyen-long terme aussi. T'as ton Oui, j'allais dire opportunité, tu sais. Oui. Ça ouvre beaucoup d'opportunités soit pour des marques existantes de peut-être revoir leur positionnement ou de s'ajuster légèrement pour capitaliser sur certaines de ces tendances-là. Puis pour l'économie locale, tu sais, ce dont je suis le plus près, c'est sûr que ça ouvre encore une fois beaucoup de portes, j'ai l'impression, pour que des marques puissent arriver avec une offre différenciée qui va aller dans le même sens que les valeurs des consommateurs. Donc, c'est ça, opportunité, je pense, pour les mois à venir, puis de transformer la façon dont on s'alimente. Génial! Pierre-Marc, Cédric, merci infiniment d'être passé derrière notre micro puis de nous avoir partagé aussi généreusement toutes ces infos. Vous continuez de suivre ça pour nous tout au long de l'année. On se refera peut-être une petite mise à jour en cours d'année, mais pour sûr, vers la fin de l'année, comme tu l'as déjà mentionné, Cédric, donc autour de novembre, pour voir à quel point est-ce que les aiguilles auront bougé rendu là. Puis sinon, je vous retrouve bientôt pour d'autres épisodes du Balado d'Améliore où il sera notamment question de différents outils et innovations à disposition des transformateurs alimentaires qui souhaitent améliorer la qualité nutritionnelle de leur offre. Donc, merci encore à vous deux. Merci à toi. À bientôt. Bientôt. Vous avez aimé cette conversation? Partagez-la avec vos collègues de l'industrie. C'est comme ça que les bonnes idées circulent. Et besoin d'aide pour accélérer vos projets d'innovation et d'amélioration de la qualité nutritionnelle de votre offre? Améliore est là pour vous. Consultez notre site web améliore.ca pour découvrir tous nos services. Ce balado Transformer pour mieux nourrir
est une initiative du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. À bientôt!